Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des mercredis de la Supply Chain, une émission qui sera consacrée aujourd'hui aux prévisions planification à l'heure de l'IA agentique. Alors, qu'est-ce que l'IA agentique? Quels sont ces petits agents qui vont bientôt prendre des décisions à notre place? Pour le savoir, nous allons interroger un panel d'experts à qui je vais demander de bien vouloir se présenter, en commençant par Mounia. Bonjour Mounia. Bonjour, merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Mounia El Kamri, je suis VP Sales chez anciennement Feature Master et donc aujourd'hui Sunstis, un éditeur, intégrateur d'outils d'aide à la décision qui s'oriente aussi dans des solutions IA comme l'ensemble de nos confrères aujourd'hui. Voilà. Donc Sunstis, aujourd'hui, c'est combien de personnes? Alors Sunstis, donc on est un éditeur basé à Boulogne-Billancourt. Le siège il est à Boulogne, avec des bureaux un peu partout dans le monde, au UK, à Singapour, en Chine, et dernièrement une ouverture de filiale à Austin, aux US. C'est à peu près 250 employés, plus de 650 clients, et puis on opère dans le domaine du supply chain planning, donc allant de la prévision de vente, la planification jusqu'à l'ordonnancement. Voilà. Très bien, merci. Mehdi, bonjour Mehdi. Bonjour Jean-Philippe. Donc moi, Mehdi Carap, cofondateur de Colibri, directeur innovation. Colibri, en quelques mots, très rapidement, c'est un logiciel, nous sommes éditeurs de logiciels de SNOP, Supply and Operation Planning, plan industriel et commercial. On est également basé à Boulogne-Billancourt, il y a un vrai centre de compétences. Il y a un nid là. Il y a un nid là-bas. On est une quarantaine de personnes, on se positionne sur des solutions rapides à mettre en place qui sont boostées à l'IA. Et donc on va couvrir prévision, planification, approvisionnement et réapprovisionnement boutique. Aujourd'hui, c'est à peu près 130 clients actifs avec une dynamique de 2 nouvelles sociétés par mois. Voilà. Vous appartenez à un groupe également Et on appartient effectivement au groupe Viséo, qui est notre maison mère, qui compte 3000 personnes, qui est spécialisée dans l'intégration plutôt de RP, d'outils de ce type. Et on est né dans le giron Viséo. Voilà. Très bien, merci. Fabrice, bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je représente Elisa Industriq. Elisa Industriq, on est un groupe d'origine finlandaise de 1500 collaborateurs sur la division software. Nous sommes éditeurs de solutions de supply chain pour les industries qui font généralement entre 200 et millions d'euros et plus. Et ce qui nous caractérise, c'est notre approche, c'est de répondre spécifiquement à l'industrie. C'est notre cœur de métier. Donc de la prévision des ventes, en passant par la planification, les réappros, l'ordonnancement, le MES, le TMS, et puis au mois de mars, une solution de WMS, pour couvrir vraiment tous les métiers pour un industriel de la supply chain. Très bien, merci Fabrice. Alors, on a beaucoup parlé de l'IA ces derniers temps, de l'IA générative, et depuis plus récemment, depuis 1 an ou 2 maintenant, on parle beaucoup d'IA agentique. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a une définition? Est-ce qu'on peut dire ce qu'est, en quelques mots, l'IA agentique? Alors l'IA agentique, je vais essayer d'être très simple, c'est de donner de l'autonomie à l'IA. Oui. En fait, c'est de donner de l'autonomie à l'IA pour qu'elle puisse prendre des décisions, planifier à votre place, automatiser des charges, des tâches, adresser d'autres logiciels. Et ça se résume succinctement comme ça. C'est de l'automatisation de l'IA. Voilà. Oui, Mounia, oui. Je dirais que c'est une sorte de cerveau de raisonnement qui va être capable d'analyser un certain nombre de données, d'agir, et puis de se réadapter si besoin, en fait, en tenant compte, bien sûr, en se fixant un objectif à atteindre. Et c'est comme un collaborateur numérique qui va vous accompagner au quotidien pour faire vos tâches, pour vous alerter, c'est plus que de l'IA générative. Et ça vous accompagne au quotidien pour automatiser ce que vous faites. Alors, jusqu'ici, on disait l'IA, c'est une aide à la décision. Mais là, c'est plus qu'une aide à la décision, c'est vraiment la prise de décision. C'est vraiment de la prise de décision, Mehdi. C'est ça, c'est la différence en fait, on est tous d'accord, il y a eu les LEM, il y a eu les assistants qui sont là pour nous aider, on va dire, rendre plus performant le planificateur, et là on parle vraiment, avec l'agentique AI, de déporter une tâche 100%
pour faire simple, à un algorithme. D'accord. Donc c'est ça, c'est vraiment déporter de bout en bout une décision, prévision de vente, réapprovisionnement, rebalancing entrepôt, optimisation d'un mix produit. Voilà, c'est vraiment ça le point important, c'est qu'on donne les clés du camion à un outil. Ça fait peur un peu, non ? Je pense que comme toute technologie, ça fait peur. Je pense que alors j'ai commencé avec des systèmes experts de prévision et quand on faisait des calculs de prévision, les utilisateurs disaient moi ce que calcule la machine, ça me fait peur, je vais quand même vérifier. Donc j'y crois ou pas. Toute technologie fait peur, mais là c'est vrai qu'on est dans le niveau vraiment un peu plus de déporter la décision, vraiment. Donc le côté boîte noire fait sans doute un peu peur et il est sans doute justifié parce que là, on donne vraiment l'intégralité du processus à un algorithme. C'est ce qu'on disait en amont de la table ronde. Il y a vraiment une rupture technologique. En fait, moi, la première fois que j'ai vu Internet, j'ai compris qu'il y avait une rupture. L'IA, c'est exactement pareil, qui est peut-être plus puissante qu'Internet. Donc, après... nous, ça fait 4-5 ans qu'on travaille sur le sujet. On a commencé par de l'IA générative chez nos clients. Des clients qui en sont équipés, on n'en a pas énormément. Et c'est vrai qu'il y a pas une crainte, mais comme un attentisme par rapport à... Comme chaque nouvelle techno qui arrive, du changement. Mais là, c'est une techno qui prend des décisions, hein, parce que jusqu'à présent, on disait, ça apporte un certain nombre d'informations, d'indications, et puis après, la techno, elle prend des décisions, mais vous êtes toujours là pour la contrôler. Ouais. Donc, vous pouvez valider vos plannings, vous pouvez valider... les rechangements, les recalculs, Ce qui fait peur, c'est qu'on a l'impression que de jour en jour, la techno prend quand même de plus en plus d'importance et de place et décide de plus en plus à notre place, quoi. C'est ça qui fait peur un peu, non ? Oui, forcément, mais on n'arrêtera pas le progrès. C'est le propre de l'innovation. À chaque innovation, il y a une crainte et l'IA, on est en plein dedans. Alors, on en est où aujourd'hui avec l'IA agentique ? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est encore une vue de l'esprit ou est-ce que c'est vraiment rentré dans les outils là maintenant ? C'est déjà, alors chez Sunstys, c'est un sujet sur lequel on s'est penché depuis, je dirais à peu près 4 à 5 ans. C'est déjà intégré dans, que ça soit d'un point de vue prédictif, où là on va venir parler de calcul de prévision avec des algorithmes de machine learning, des clusterisations pour le lancement de nouveaux produits ou prescriptifs. On va venir ici identifier un certain nombre d'outliers, de pics dans les prévisions, les corriger. Alors encore une fois, on va soit venir le faire de façon automatique, soit donner la main à l'utilisateur pour justement gagner en confiance, éviter l'effet boîte noire que peut avoir ces agents IA. On accorde une grande importance quand même chez Sunstys à l'explicabilité, c'est-à-dire sortir de cette boîte noire dont vous parliez tout à l'heure et venir expliquer les étapes de calcul et pourquoi on suit ça. Et puis le troisième axe, ça va être toute la partie IA générative dont on parle un peu partout. C'est au-delà du chatbot habituel, c'est aider l'utilisateur dans l'analyse typiquement on parle d'un plan de production, on a une rupture, de se dire d'où vient cette rupture, non seulement de dire d'où vient cette rupture, mais être en mesure de venir avoir une recommandation de plan d'action. Donc c'est quelque chose sur lesquels il y a des choses qui sont déjà bien sûr implémentées dans l'outil, des choses qui sont dans la roadmap et c'est très intéressant. D'accord. C'est quoi ces petits agents là, qui prennent des décisions à notre place là, dans les outils ? Alors, côté Colibri, en tout cas, nous, ce qu'on va plutôt parler dans un premier temps, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'agentic AI, c'est un peu le Graal, c'est un peu l'ultime étape de l'automatisation. Ouais. Moi, aujourd'hui, notre recommandation, on travaille beaucoup sur les assistants pour commencer. En fait, pour commencer à mettre un pied à l'étrier aux utilisateurs. Et ça va être, par exemple, des assistants qui vont vous donner de la recommandation, vous donner de l'information que vous n'auriez pas eu le temps, en tant qu'utilisateur, de venir récupérer. Donc, je prends juste un exemple très simple. Vous êtes un prévisionniste dans la grande distribution, vous faites vos prévisions de vente. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité, de par le temps que vous avez pour faire vos prévisions, de regarder toutes les informations, notamment tout ce qui est rappel de consommation produit. Le petit assistant va vous envoyer de l'information en disant attention, tu as un produit par exemple de ton concurrent qui est en train d'être rappelé dans tous les supermarchés pour problème de listeria.
Et donc l'assistant va vous pousser l'information et vous, en tant que planeur, vous pourriez décider d'intégrer ou non cette donnée ou demander à l'assistant de l'intégrer en automatique. Donc c'est, dans un premier temps, essayer d'augmenter un petit peu le champ des possibles planificateurs. Voilà. Avant d'aller se dire, on va automatiser ça de bout en bout, parce que voilà, là, on parle vraiment quand même de quelque chose qui est hyper structurant, impactant, et il faut quand même y aller étape par étape. Donc c'est un exemple d'assistant. Mais l'étape supplémentaire, c'est bien la prise de décision. Complètement. L'idée, c'est l'idée après, c'est d'automatiser ça en automatique, l'intégration en automatique, toujours validé par un utilisateur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que de toute façon, l'humain ne sera pas remplacé sur la décision. Je ne connais pas un CEO qui accepterait que des conteneurs soient remplis en automatique par une IA et passer des commandes automatiques, les flux de trésorerie sans une validation humaine. Oui, c'est vrai. Nous l'IA, on l'a intégré directement dans notre plateforme. Notre IA s'appelle LumiVM, c'est un assistant numérique en fait. Et que vous présentez d'ailleurs aux Agora Awards. Qu'on présente aux Agora, exactement. Donc j'en profite également pour en parler. Et cet agent, LumiVM, lui, il va couvrir toute la plateforme, donc de la Prève jusqu'au MES. Et il travaille de deux façons. Il a une approche générative exactement pour poser des questions, pour alerter, pour changer des plans de Prève, etc. Et quand le client le souhaite, après, on peut actionner les agents pour pouvoir automatiser certaines tâches. Alors, au départ, ça peut être super simple. J'ai un manque d'appro, j'automatise, j'envoie l'ordre d'achat dans SAP, ça s'arrête là. Mais on peut très facilement, comme ça, faire de l'automatisation. Et puis après, aller plus loin avec, comme on le citait en début d'émission, c'est de pouvoir replanifier automatiquement. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de clients qui l'utilisent réellement comme ça. On est plus en IA générative. Même si nous, on tend à le faire, parce qu'on teste nos modèles, on valide leur robustesse, mais ça va très vite arriver de toute façon. Oui, justement, là, Fabrice soulève un point important. Est-ce que le marché, justement, est réceptif? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il y a une demande par rapport à ça? Dans pas mal d'appels d'offres, on voit le sujet apparaître. Mais nous, on a eu pas mal pas mal de projets qui ont déjà démarré. Avec, on va dire, c'est des grands groupes pour l'instant qui investissent dans le sujet, notamment pour voir les corrélations qu'il peut y avoir sur la prévision avec l'impact sur des variables externes. On va penser notamment à la pluviométrie sur la météo, sur bison futé au niveau du trafic qui va impacter des tournées de distribution. Les influenceurs, par exemple. Par exemple, la compétition dans le marché. Dans la pharma, ça va être plutôt... Alors ça, c'est pas un cas chez nous exactement, mais pour en citer d'autres, c'est l'activité des compétiteurs par rapport à une part de marché. Vu que dans le domaine de la santé, il va y avoir un certain nombre de patients par rapport à une maladie, donc des molécules qui sont dédiées à cette maladie, et forcément un certain nombre de labos pharma dédiés, qui vendent cette molécule. La part de marché, elle est limitée. Donc c'est comment, sur la base d'une molécule qui va passer en générique, aller estimer la nouvelle part de marché, le lancement d'un nouveau produit, une recherche qui est lancée, qui va impacter la prévision. Je vais parler peut-être juste au niveau d'un produit qu'on consomme tous, c'est par exemple de la salade. Une augmentation de température de plus ou moins 2 degrés va venir forcément impacter la prévision de vente l'été ou l'hiver sur ces produits. Alors là, l'IA va puiser son information sur les réseaux, j'imagine. Il y a des entreprises qui sont dédiées. Alors nous, on travaille avec PredictHQ qui nous fournit des données comme ça qu'on peut venir utiliser pour estimer la corrélation. Alors on va avoir une prévision qui est calculée de façon statistique ou avec des algorithmes de machine learning, mais on va venir améliorer de 1, 2, 3% cette qualité de prévision en faisant appel à ces variables externes. Et l'outil va être en mesure de dire, en fait, il y a une corrélation ou non, ou il y a une corrélation avec quand ça se produit avec 2 événements, typiquement un week-end de 3 jours et une pluviométrie de tant de millimètres. Mais on sait qu'il y a des corrélations fallacieuses aussi, des fois. Oui, eh bien, c'est là où on vient le risque aussi. On parle d'hallucination des agents IA où il faut faire attention, bien sûr.
Tout à fait. D'où l'importance d'avoir quand même des humains derrière qui connaissent ces Exactement. Des prévisionnistes qui connaissent un peu le boulot quand même. Exactement. Mais ça enlèvera pas le job des experts. C'est en aucun cas. On aura toujours besoin d'experts pour en prévision, en planification. Est-ce qu'on en est sûr vraiment? Vous dire à 100%, je n'irai pas jusque-là, mais presque quand même, parce que si vous n'avez pas quelqu'un qui prend de la hauteur à un moment donné pour corriger l'IA, on l'utilise au quotidien, l'IA, et on voit ses petites dérives quand même. Ouais. Donc, Oui, pardon, excusez-moi. Non, j'allais dire... après, c'est de la science-fiction. Oui. Oui, il y a de l'automatisation de décisions, un certain nombre de décisions qui peuvent être automatisées. Bien sûr, on a envie d'avoir, on a besoin d'avoir l'expertise, la collaboration entre services qui reste à la main du planificateur. Est-ce que ces rôles vont disparaître à 100% On imagine mal, comme point d'interrogation. disait tout à l'heure, un CEO donner les clés de son entreprise à une IA. Oui. L'IA va automatiser plein de choses. Et pourtant, aux US, on donne les clés d'une voiture à personne aujourd'hui et on ne l'aurait pas imaginé il y a quelque temps. Donc, c'est pour ça que je me dis point d'interrogation. Oui. Dans les 10 ans à venir, je ne sais pas. C'est ce que je... Oui. Le doute existe quand même. Ouais. J'aurais pas dit qu'on montrait dans des voitures sans conducteur. L'IA agentique, ça ne concerne pas uniquement les prévisions et la planification, qu'on soit bien d'accord, ça non. concerne vraiment tous les étages de la supply chain. Et tous les étages de la supply chain et tous les étages de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit très souvent dans une entreprise? Dans les grands groupes notamment, il y a des cellules IA depuis des années Oui. qui travaillent en parallèle de tout ce qu'on fait, nous, éditeurs supply chain, éditeurs RH, etc., et qui expérimentent l'IA, et qui se dit, tiens, à un moment donné, pourquoi je l'utiliserais pas pour utiliser l'optimisation de ma supply ou de mes plannings, etc. Et en fait, mais on voit bien que ça reste encore... prémisse. Les débuts, le prémisse, ça va probablement être exponentiel quand ça va partir. Mais aujourd'hui, l'IA, elle s'autosuffit pas par elle-même, en tout cas. Il y a toujours besoin d'experts, même si on peut imaginer qu'un jour, non. Et c'est là où nous, en tant qu'éditeur, ça nous oblige aussi à trouver les cas d'utilisation, parce que comme tu le disais justement, à très juste titre, il y a beaucoup de cellules recherche et développement dans les grandes sociétés qui vont se dire, il faut qu'on fasse de l'IA, on ne sait pas pourquoi, mais on va le faire. Moi, j'ai entendu ça très très souvent. On a un budget et on verra les use cases après. Nous, en tant qu'éditeur, ce qui doit driver notre roadmap, ça va être les cas d'utilisation. Quelles problématiques on veut résoudre. Et ça, c'est ça qui est difficile à anticiper parce que même les organisations ne savent pas forcément encore vers quoi il faut aller. Donc, Mais ça implique justement pour l'éditeur d'avoir une vision un petit peu prospective du futur, voir quels sont les cas d'usage qui aujourd'hui ne sont pas forcément aujourd'hui une réalité du marché, mais le seront demain et après-demain. Et pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur dans mon parcours, en tout cas en tant qu'éditeur, c'est qu'on a toujours travaillé sur de la roadmap, sur de la perspective, la prospective, mais là on est sur un champ encore plus important. Oui, parce que le champ des possibles est immense. C'est ce qu'on se disait, c'est que qui peut prédire que dans 10 ans, comment les outils seront consommés, la manière dont on utilise un logiciel, qui peut dire que ça sera des écrans, que ce sera sur un téléphone portable, c'est très compliqué. Même dans notre vie de tous les jours. En fait, je pense que ça revient, on est d'accord là-dessus, c'est juste de se dire, on en parlait au tout début, c'est ne pas se dire que c'est une hype, c'est de la mode et passer à côté, et ne pas justement mettre de l'énergie au niveau des roadmaps en se basant sur des use cases réels appliqués à l'ensemble de la supply chain. Je pense qu'il faut être concret. Si on veut que ça soit adopté chez nos utilisateurs, chez nos clients, il faut qu'on réponde à des problématiques concrètes et pas juste Donc, on commence par la petite porte en fait. Quand on met de l'IA en place chez un client, on met plutôt de l'IA pour donner de l'information. Et puis après, le client se l'approprie et puis commence à vouloir aller plus loin. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. J'imagine que vous avez de nombreuses questions parce que c'est un sujet qui forcément pousse à la réflexion et puis interroge. Donc n'hésitez pas à poser par le chat vos questions dès maintenant et nos intervenants y répondront après les échanges. Moi, je me demande vraiment concrètement qu'est-ce que ça apporte
dans le domaine, pour en revenir aux prévisions planification, qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'utilisateur aujourd'hui ? On a parlé là tout à l'heure avec Mounia de l'intégration des données exogènes dans les prévisions, mais au-delà des données exogènes, est-ce que par exemple pour le lancement d'un nouveau produit, ça apporte quelque chose de nouveau ? Ça peut être très intéressant. Donc, tu as parlé, Mounia, tout à l'heure de machine learning. C'est vrai que je différencierais bien l'IA agentique, l'IA, parce que l'IA, on met un peu un fourre-tout dedans. Donc, dans la taxonomie de l'IA, le machine learning est une catégorie. Et typiquement, pour faire de la prévision sur des nouveaux produits, on ne va pas utiliser des historiques parce qu'on n'en a pas. Donc, on va plutôt utiliser des variables catégorielles. On va se dire, tiens, c'est quoi l'élément le plus prégnant de cette paire de lunettes ? C'est la couleur, etc. Donc, ça, aujourd'hui, on est capable de le faire. Là où l'IA va pouvoir aller beaucoup plus loin, c'est que si on se projette un petit peu, elle sera capable d'aller récupérer des informations sur les réseaux sociaux, sur des tendances de marché, aller regarder les tendances de recherche sur les couleurs pour dire, voilà, cette couleur-là commence à avoir le vent en poupe. Et donc, vous faire de la prévision enrichie avec des données que vous n'auriez pas eues avant. Donc, je rejoins complètement Mounia sur cette partie. La partie données exogènes, ça ouvre un champ des possibles. En plus du clustering, justement, par rapport à un certain nombre de critères, de couleurs, de formes, on va regrouper le même nombre de produits, les produits qui correspondent à... Et des données concurrentielles que vous n'aviez pas eu avant dans le sein des données qu'on a dans le RPO, dans nos outils cloisonnés. Ça ouvre un champ de données disponible énorme. Et ça descend à quelle maille, à quel niveau ? Parce que est-ce qu'on peut, par exemple, au niveau d'un magasin, d'une grande surface, savoir quels vont être les produits consommés L'intégration après de variables externes, tu vas pas tout à l'heure vous utilisez Predicach2 qui vous donne des informations par exemple de fréquentabilité. L'affluence. De fréquence, tout simplement. Donc c'est vrai que l'intégration, tu posais la question comment est-ce que ça va améliorer, le fait d'intégrer en automatique ces données permet de remettre à jour les algorithmes presque en temps réel. Alors même si quand on fait de la prévision, on ne va pas être en temps réel, mais ça typiquement l'IA va t'aider là-dessus. Et même pour un industriel, ça va lui donner d'autres tendances qu'il n'avait pas auparavant. Oui. Par exemple, pour fabriquer ses chips en fonction de la pluviométrie et de la disponibilité en magasin de lui, de ses confrères ou d'autres. Et ça, avant, cette information-là, elle était cloisonnée. Maintenant, on peut aller la chercher dans divers supports de statistiques sur les réseaux sociaux. Et ça apporte quand même un nouveau confort. Oui. Au niveau du SNOP, est-ce que ça apporte quelque chose également ? Aussi, au niveau du SNOP, au niveau du MES, dans toute la supply de l'industriel, c'est forcé sur les stocks, sur les appros, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ça permet, ça va affiner les stats, ça va affiner la visibilité, ça va optimiser encore plus la supply chain. Typiquement, plus précisément, peut-être sur la partie SNOP, on va avoir toute la notion de scénario, les what if scénarios, avec en face des coûts à chaque scénario, bien sûr, parce que pour prendre chaque décision, il faut être en mesure de se dire ça coûte combien ça va coûter. Voilà, et au final, c'est ça la question que va se poser chaque planificateur, mais aussi de prendre les bonnes décisions sur la base de recommandations. Quel est le meilleur scénario ? Est-ce que c'est celui qui va me permettre d'avoir le meilleur taux de service, parce que c'est un objectif de l'entreprise, ou alors typiquement, on va se dire le coût de transport, c'est la priorité du service aujourd'hui, au-delà du taux de service. C'est des recommandations qui peuvent être données, communiquées par le système. Mais le système va être en mesure, par l'outil, et dans le cas de Sunsys, on va être en mesure de dire aujourd'hui, vous avez une rupture de stock, par exemple. Ça peut être dû à un souci de disponibilité, de capacité de ressources sur les lignes de production, ou vous n'avez plus de stock dans un entrepôt, il faut aller s'approvisionner ouvrir une autre route pour aller s'approvisionner dans un autre entrepôt. Il va donner des recommandations d'action, mais en tenant compte de ces scénarios, quel est le coût derrière que ça vaut. Et tout ça, c'est des agents qui vont venir orchestrer ces décisions à prendre.
et les exécuter si besoin. Si on fait confiance au système, et là pour le coup on est en train d'automatiser la décision. C'est surtout ça, quoi, en fait. Automatiser la décision. C'est vraiment ça que ça apporte, c'est vraiment l'automatisation de la décision. Et justement, c'est là où la question de est-ce que le planificateur va faire confiance au système, et on en parlait au tout début, c'est la conduite du changement. Est-ce qu'on a des données fiables qui nous permettent au fur et à mesure de construire cette confiance autour d'un process, autour d'un outil. La qualité de la donnée, la maturité bien évidemment de l'entreprise, c'est ça qui va faire que on automatisera plus ou moins ces décisions et le planificateur aura plus de temps à la collaboration, à la gestion par exception, à l'analyse un peu plus stratégique que des tâches routinières, on va dire. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va changer au niveau des organisations ? Quel impact ça va avoir sur les métiers, sur les organisations, les process ? Est-ce que vous réfléchissez ça va déjà nécessiter des nouvelles compétences pour les utilisateurs de demain. Alors ça, on le pressent tous. Je pense qu'il faudra que les utilisateurs qui étaient historiquement plutôt des analystes mathématiciens, qui sont devenus finalement des personnes qui étaient plutôt sensibles à la donnée, vont passer de plus en plus vers des personnes capables d'interagir avec des agents, donc être capables d'avoir un esprit de synthèse. Donc ça va nécessiter des nouveaux skills pour les utilisateurs, en tout cas pour les personnes qui seront en interaction, ça c'est sûr. Et sans doute aussi, tu l'as mentionné, on ne fera rien sans data. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que l'IA sans data, ça ne sert à rien. Donc peut-être que la place de la data va redevenir encore plus centrale qu'aujourd'hui. Quand je parle de ça avec la qualité, le stockage de la data, et donc peut-être aussi des postes clés autour de cela. Probablement, les postes clés seront plus spécialisés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire C'est-à-dire alors plus spécialisés, en même temps plus high level, parce que pour pouvoir valider la bonne prise de décision de l'IA. Et sur d'autres tâches, ça va automatiser certaines tâches, donc forcément réduire certaines fonctions. Ouais. Mais ça, c'est très difficile de se projeter. Ça veut dire moins de prévisionnistes, moins de... Honnêtement, c'est très difficile de se projeter comme ça, mais tous ceux qui passaient du temps à faire des stats et qui seront pas capables d'utiliser l'IA, ce sera compliqué pour eux. Ça va changer un petit peu les recrutements au sein des entreprises ? Est-ce qu'il y a des... Il y a des fortes chances, oui. Il y a de fortes chances que... Aujourd'hui, on le voit, même dans notre quotidien, on utilise presque tous l'IA. Oui. Clairement, aujourd'hui, vous regardez une feuille de poste sur un planeur, généralement, soit il y a un outil, on demande s'il est bon sur Excel. Ouais. Si on se projette dans 4-5 ans, ça sera peut-être quelque chose qui ne sera plus demandé du tout. Ouais. Et c'est plutôt capable de prompter, capable d'interagir. Enfin, voilà, c'est un peu une petite projection intellectuelle comme ça qui est intéressante. Avoir un esprit de synthèse peut-être plus fort qu'aujourd'hui. Plus critique, peut-être. Plus critique, plus avoir en capacité de contredire l'IA. Oui, ça c'est contredire l'IA. Oui. Challenger. Ouais. Challenger l'IA. Et pas juste de prendre le résultat pour argent comptant. On va peut-être revenir à un esprit plus critique, finalement. et si on n'est pas d'accord avec l'IA qui prend le... qui décide après, au final. Ça, c'est la stratégie de l'entreprise, d'un CEO. C'est soit on se dit que l'IA est plus performante que les hommes, et moi j'en doute de ça. Ouais. Parce que je pense que jamais on remplacera les hommes. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on peut automatiser plein de choses. Mais à la fin, ce sera très compliqué. Et après, c'est la stratégie d'une entreprise. C'est pas l'IA qui décide. C'est garder l'humain, bien évidemment, au cœur de tout ça, de tous les process, mais de se dire... Je pense que les rôles, si on revient à la fiche de poste telle qu'elle sera décrite, toute la partie de contredire l'IA, challenger l'IA plutôt au lieu que de contredire, parce que c'est peut-être pas ça, mais de se dire aujourd'hui, il faut des profils qui soient en mesure de donner les objectifs qu'on cherche à atteindre grâce à ces agents IA, en fait, de définir le cadre, de définir... des thresholds, des seuils à ne pas dépasser, parce qu'on va se dire on souhaite améliorer typiquement la prévision de vente. Est-ce que si on l'améliore de 25%, ça crée pas une alerte peut-être chez le prévisionniste ? C'est de se dire il y a quelque chose au niveau de la data peut-être qu'il faudrait aller regarder, que ce soit en plus ou en moins. L'amélioration ou la détérioration de la qualité de prévision, c'est avoir cet esprit critique de se dire, en fait, par rapport au process qu'on a construit, il y a
il y a un challenge à faire par rapport à la data, par rapport aux données qui sont arrivées, qui ont été intégrées, par rapport au calcul, par rapport à l'algorithme, par rapport aux outliers proposés par le système. Voilà, ça donne un peu le tournis, tout ça. Ça va très très vite. Si on peut avoir une petite note positive, je pense quand même qu'il y aura toujours de l'humain derrière. Tu as parlé de la voiture autonome. Que je sache, il y a toujours un volant sur une voiture autonome. Tout à fait. Donc, jusqu'à quand Alors, jusqu'à quand C'est vrai. Vous êtes comme moi. Mais si on prend l'exemple, il y a besoin de data. Vous voyez, on va très rapidement dans nos supply chain. Le Covid. On n'avait pas d'historique avant, donc quelle que soit l'IA, elle n'aurait pas pu le prévoir, on n'aurait pas pu anticiper, donc l'humain aurait eu besoin de reprendre. Le canal de Suez qui est bouché par un porte-conteneur, du jour au lendemain les approvisionnements sont bouleversés, on n'avait pas ça dans les historiques, il n'y a pas d'IA qui aurait pu... Oui, mais après on réagit peut-être plus vite avec l'IA. Enfin, exactement. On disait tout à l'heure, on donnait l'exemple tout à l'heure de, je ne sais plus si on parlait du canal de Suez, en tout cas d'événements qui se produisent, les scénarios what if permettent justement d'apporter une réponse. Dans l'exemple que vous avez fait, je suis qui est intéressant, c'est vous avez intégré le prix du pétrole. On n'avait jamais eu un prix de litre à 2 €. Donc à partir du moment où cette variable n'a jamais été dans le passé à ce prix-là, elle devient caduque. Donc on la sort et donc il y a besoin de reprendre un peu d'humain. Donc je suis d'accord avec vous, jusqu'à quand on aura assez de données pour être capable de prédire tout. En tout cas, à très court terme, on n'est pas en capacité de tout prévoir. En ce moment, ça va très vite. Suite quelque chose sur laquelle on a communiqué lors du changement justement de passage de Future Master à Sunstice. Moi, non, il n'y a pas de souci. Sunstice. Justement, le passage de Future Master à Sunstice, on s'est dit pourquoi. On a parlé de volatilité, on a parlé du Covid, on parle d'événements Canal de Suez qui n'étaient pas prédictibles, mais en fait ça a toujours fait partie de notre quotidien. Si on revient plus loin, il y a la chute du mur de Berlin, il y a eu les événements qui sont passés aux États-Unis, en Europe, les tarifs, les attentats du 11 septembre, malheureusement, qui ont eu un impact sur la supply chain. C'est juste qu'aujourd'hui, ça va beaucoup trop vite. L'information circule trop vite et on a beaucoup plus de données. Et voilà, il faut que l'ensemble des entreprises s'adaptent à ce rythme un peu accéléré et freiné. L'IA, il ne faut pas le voir comme un frein ou un concurrent. L'IA, il est là pour nous assister. C'est nous qui tenons les clés. Il faut pas... C'est nous, aujourd'hui, c'est l'être humain qui tient les clés. Mais Fabrice, tu disais tout à l'heure, ça sera quand même une rupture extraordinaire. C'est une forte rupture, mais c'est comme toute innovation, il y a du positif et il y a du négatif. Et à chaque fois, il faut en prendre tout le positif le plus possible et contraindre le négatif. Et au quotidien, même à notre petit rôle, on voit déjà tout ce que ça apporte. Et l'idée d'un industriel ou d'un prévisionniste sera d'avoir des meilleures prévisions, plus vite, plus rapidement, d'interagir en temps réel. Mais de toute façon, derrière, ce sera une compétence humaine qui finira par valider la chose. Sinon, après, on fait de la science-fiction et on va dans des... Mais on a l'impression d'être en plein dans la science-fiction, là. C'est ça qui est en fait, on a tous vu ces films où on parle à une IA, une IA qui est derrière soi et qui fait des tâches dans une navette spatiale. Eh bien, c'est un peu vers ça qu'on va tendre, mais c'est quand même nous qui gardons les clés. Oui. Jusqu'à quand? Et côté éditeur, alors qu'est-ce que ça va changer? Parce que est-ce que les éditeurs d'aujourd'hui seront les éditeurs de demain? Est-ce qu'il ne va pas aussi y avoir des changements radicaux, hein, y compris dans la façon même de voir le métier d'éditeur? Clairement. Oui, alors ça, c'est certain. Nous, en tant qu'éditeurs, c'est un changement important. Oui. Y compris à terme dans nos équipes, hein, parce que vous codez plus vite, mieux, avec moins de bugs. Mais n'empêche qu'encore une fois, si vous n'avez pas un super codeur qui est là pour contrôler ce que fait 16 IA, parce qu'il n'en aura pas qu'une, il y aura plusieurs qui travailleront en même temps, on fait n'importe quoi. Donc voilà, après c'est pareil, en termes, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui et qu'on va devoir anticiper dans les années à venir, c'est l'utilisation. En fait, vous êtes un utilisateur de l'IA. Aujourd'hui, on l'utilise à travers un PC, un téléphone. Mais ce n'est pas du tout certain que ce soit comme ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans.
Moi, ce qui me bluffe sur mon PC, c'est que je vois maintenant l'IA me propose de parler, de la questionner comme un chat. Et peut-être que c'est ça l'utilisation dans quelques années. Et les gens parleront à leur IA plutôt que de taper son texte et poser ses questions. Est-ce que les outils seront différenciants? Est-ce qu'on va vers une sorte d'uniformisation des logiciels, Mehdi? C'est intéressant comme question. C'est dur de se projeter sur quels sont les changements que ça va induire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde tous les LLM, ils ont tous la même interface graphique, comme le premier Claude, etc. Par contre, ma prédiction, qui n'est que notre vision à nous, c'est que les éléments différenciants, finalement, vont être des éléments différenciants de performance, mais différents de sobriété, on en parlait rapidement, et aussi d'indépendance numérique. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, derrière, finalement, l'IA, ça sera des outils, un LLM, une infrastructure et une consommation énergétique. Et derrière, je pressens que ça sera un petit peu les changements, les éléments différenciants et qui vont orienter vers tel ou tel choix. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui sont très peu prise en compte. La notion de, on le sent bien aujourd'hui, la sobriété énergétique, c'est quelque chose qui est complètement pas pris en compte aujourd'hui. C'est le mot qu'on puisse dire. Mais en tout cas, nous, chez Colibri, c'est quelque chose sur lequel on tient vraiment à cœur. On va sortir un score, par exemple, de performance, un algorithme par rapport à sa consommation. Et ça va être peut-être ce genre de critères qui vont orienter le choix des utilisateurs par rapport à tel ou tel use case. Et là, je pense que l'indépendance aussi, on est tous d'accord aujourd'hui, on est très dépendant des technologies américaines, que ce soit OpenAI, que ce soit Azure, etc. Et va falloir de plus en plus être capable d'avoir une infrastructure qui sera robuste. Parce ça va changer, ça ? Clairement, les lois européennes, on n'est pas à l'abri que demain, l'Union européenne interdise, par exemple, des outils comme OpenAI. Donc, nous, en tant qu'éditeur, il faut qu'on ait anticipé ces cas-là et permettre d'avoir une robustesse à nos clients. Donc, c'est des choses qui vont vraiment arriver très vite et qui sont tangibles aujourd'hui comme risque. Oui, Mounia. Il y a justement, notamment toute la partie souveraineté par rapport on parle typiquement de prospects ou de clients qui sont dans la défense ou dans l'aéronautique. C'est un sujet qui est sur la table au tout début des discussions. C'est un showstopper. Bien évidemment, oui. Donc, non seulement où seront hébergées mes solutions, mais quels sont les technos qui sont utilisés derrière. Donc, il y a ce sujet-là. Et le deuxième point qui, à mon sens, sera décisif, c'est la performance, la qualité des résultats qui en sortent. Voilà, et comment le prompt, en fait, non seulement le prompt, parce qu'aujourd'hui on parle uniquement de prompt, je pense que ça sera autre chose dans les années à venir, quel est le meilleur résultat obtenu au niveau de l'exécution de mon plan. Voilà, au final, c'est ça qu'une entreprise cherche à obtenir en acquérant un outil comme Sunsys ou autre. Enfin, ceci dit, les résultats, on les a après, quoi. Les résultats les résultats, en prévision, un plan prévisionnel, un plan de production, un plan de gestion de stock. Qu'est-ce qui différenciera, selon toi, Fabrice, les outils de demain? Donc, si on considère finalement que l'on va vers une sorte d'uniformisation, qu'est-ce qui va différencier les outils? Est-ce que quelle fonctionnalité finalement pourra faire la différence? On a déjà dit vitesse, décision, exactitude, mais en même temps, ce qu'on attendra d'un outil, c'est d'avoir une optimisation plus globale, plus interconnectée. Et forcément, l'IA va nous y aider à ça. D'accord. Parce qu'en fait, je reviens toujours à mes industriels. Mon industriel, quand il veut, admettons qu'il fasse des bonnes preuves, il veut produire plus, il doit valider ses appros, il doit valider son transport, il doit valider son empreinte carbone sur son transport, son coût, Et c'est en ça qu'il y a une attente. L'attente de l'industriel, elle est là. Après, on pourra aussi avoir des attentes sur la donnée. Nous, on le vit au quotidien quand une société dans l'armement nous questionne. Même quelquefois, on nous demande à être on-premise. Oui. Et c'est ce qu'on fait, nous. On est capable d'être on-premise ou en SaaS. Donc, ça va jusque-là quand même. Donc, voilà. Donc, de toute façon, et même à travers les écrans, moi je reste convaincu qu'une ergonomie, elle n'est pas uniforme.
peut-être que ce sera une autre forme d'ergonomie, peut-être que ce sera une autre forme d'interactivité avec l'outil. Mais moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à réinventer là-dedans. Ouais. Ça, c'est ma conviction profonde. Parce qu'en fait, moi, j'adore regarder les gens dans la rue et quand je vois mes enfants ou les jeunes, c'est pas du le PC, c'est un truc de dinosaure. Moi, je suis un dinosaure avec mon PC à la maison. Donc, et aujourd'hui, c'est le téléphone. Demain, ce sera autre chose. Est-ce que ce sera la montre? On n'en sait rien. Donc, je pense qu'il y a encore quelque chose à inventer. En technologie, c'est un éternel recommencement. C'est comme dans le fashion. Hein. On recommence, on reprend les mêmes éléments et on réinvente toujours. Ouais. Tout à l'heure, Mehdi, tu faisais la comparaison avec la voiture. Tu disais, finalement, c'est un petit peu comme de choisir une voiture. On essaiera d'avoir celle peut-être, soit celle qui consomme le moins, celle qui va la plus vite. Enfin, c'est un peu ça, non ? Effectivement, on choisit une voiture en fonction de son usage. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on cherche à optimiser? Est-ce que c'est le coût? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est la distance, l'autonomie? Et donc, ça va être un petit peu ça l'idée, je dirais. Je chercherai demain à optimiser mon processus de supply chain. C'est quoi pour moi les critères, par exemple la prévision? C'est quoi le plus important? D'être fiable et d'être éco-responsable? Ou est-ce que c'est la célérité? Est-ce que c'est... Et derrière, on va choisir en fonction du résultat que l'on souhaite. Et c'est peut-être ça qui fera les éléments différenciants entre les éditeurs de demain. On se reprend rendez-vous dans 10 ans et on en reparle. Comme dirait Bruel, on se rendez-vous dans 10 ans. Je me tourne vers la régie. Bonjour Eva, est-ce que nous avons des questions en régie, s'il te plaît? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors, première question, quels sont les prérequis pour se lancer dans l'utilisation de l'IA? Ça. Alors, je pense qu'on est tous d'accord. La donnée. La donnée. Alors, on va le répéter, la qualité de données, parce que justement, on parlait de phénomène d'hallucination de l'IA. Quand on n'a pas une donnée fiable en entrée, forcément, le résultat, il pourra dire tout et n'importe quoi. Pardon. Oui, continue. Et en deuxième point, ça serait la maturité en fait, de l'organisation. Oui. La maturité qui s'accompagne avec une conduite du changement primordiale, on va dire, dans tout projet qui est censé démarrer avec un aspect IA. Je dirais les deux prérequis. Je te rejoins complètement sur la partie data. Tu as parlé tout à l'heure, on a parlé des lancements de nouveaux produits. Ouais. Toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées à ça. Et aujourd'hui, je fais peut-être une fois par semaine un pitch avec des sociétés. Je me demande, est-ce que la data la plus évidente que vous avez, la date de lancement d'un nouveau produit, vous l'avez quelque part dans vos systèmes? Et une fois sur deux, on me dit oui, on l'a. Et quand on creuse, en fait, c'est une date approximative. C'est pas la date de commercialisation. Donc tout ça pour dire que pour quelque chose d'aussi simple qu'est le lancement de nouveaux produits avec de l'IA, la data elle est hyper clé et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'ont pas encore. Donc dès maintenant, commencez à stocker ces datas qui vous seront utiles demain. Et commencez à réfléchir à ça. Est-ce que justement il y a des datas stratégiques, j'allais dire, sur lesquelles il faut s'interroger en priorité? Sans doute, oui. Ouais. Tout ce qui est, on a parlé typiquement dans le cas toujours des prévisions de lancement et autres, les caractéristiques produits. Quelles étaient les caractéristiques de mon produit? Quelles sont les caractéristiques qui ont fait que ce produit a bien marché? Quel événement a eu lieu? Enfin voilà, toutes ces informations-là, il faut commencer à les stocker si possible pour pouvoir demain les exploiter dans des modèles. Donc oui. Mais c'est aujourd'hui, je pense malheureusement pas encore pris en compte dans beaucoup d'entreprises et notamment les PME. On accompagne beaucoup. Mais c'est un éternel débat la data. En clientèle, c'est toujours le début du début, quoi. Et on est toujours surpris. Mais pas forcément bien. Ça dépend. Plus souvent mal que bien. Mais c'est depuis, même pour un ERP, c'est pareil. Si vous n'avez pas la bonne data, il n'y a rien. Vous mettez quelque chose de mauvais en entrée, il en sort quelque chose de mauvais en sortie. Bien sûr. Donc la data, une certaine maturité aussi, c'est important. C'est ce que je voulais évoquer, tu l'as dit, forcément. Pardon. Je t'en prie. Les projets qu'on a commencés, on n'a jamais mis l'IA en premier, en fait. On met notre outil de prévision, notre outil de planification, et puis au bout de quelques temps, on évoque avec le client le fait de mettre l'IA. Des fois, il accepte, des fois, il n'accepte pas. C'est plutôt comme ça qu'on procède. Pourquoi? C'est une question de prix, c'est culturel, C'est une question. C'est pas une question de prix. Je pense que c'est une question de faire les choses dans l'ordre. La maturité de l'IA, elle n'est pas encore là.
Et je pense que nous, comme l'industriel, on se dit, bon, on met nos modèles de statistiques en place, tout ça, on valide que c'est cohérent, et après, on avance. Donc je pense que c'est plutôt ça. Peut-être que ça peut changer dans le futur. Oui. Eva, une autre question? Peut-on comparer les agents IA d'aujourd'hui avec les macros en VBA d'il y a 20 ans pour automatiser les tâches? Chaque époque son innovation, mais c'est pas ça du tout, moi je dirais. Non, là, sur les macros, on parle vraiment d'automatisation de tâches très très prédéfinies sans aucun raisonnement. Donc c'est vraiment, je dirais, les basiques de l'automatisation, qui sont une pierre hyper importante, mais on oublie toute la capacité de raisonnement, toute la capacité d'autonomie, toute la capacité d'outils, de récupération des données. Donc je pense que les agents sont beaucoup plus avancés en termes d'évolutivité par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les macros. Les macros, finalement, c'est juste un mini-système expert qui fait ce qu'on lui a demandé de faire. Si c'est A, c'est A, c'est du code. Donc, je pense que j'aurais du mal à comparer les deux en termes de rupture technologique. C'est vraiment deux choses bien différentes. Mais on a évoqué déjà les systèmes experts tout à l'heure, mais les systèmes experts, en fait, c'était des règles en fait, qui permettaient à quelqu'un de prendre une décision finale, alors que là, on passe à l'état supérieur, qui est de prendre des décisions en fonction des... Clairement, et sans rentrer trop dans le détail, mais les premiers systèmes experts, notamment dans les prévisions, je crois que c'est 88, c'était de définir des règles si la série, il y a des ventes en haut. Alors, what if, ça demandait en fait à ce qu'un codeur fasse tous les arbres de décision possibles. Avec l'IA, on oublie ça. Enfin, avec les agents, ça va être vraiment l'agent qui va raisonner tout seul. C'est ça, Donc, il n'y a pas besoin en fait de prédéfinir tous les chemins possibles. Et c'est ça qui change vraiment le paradigme. Et l'agent ultime va se débrouiller pour trouver l'optimisation tout seul. Alors, avec les risques que ça implique, mais d'aller chercher la donnée qui lui paraît pertinente. Donc ça change aussi vraiment la façon de fonctionner. Et de vérifier la cohérence au bout du bout. Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec des systèmes de supervision. Exactement. Et malheureusement, l'effet boîte noire. Parce que le système expert, on est capable de dire pourquoi on a pris cette décision. Le côté agent, un peu plus boîte noire quand même, malheureusement. D'accord. Eva ? Quand une IA agentique prend une décision grave, par exemple passer des grosses commandes pouvant mettre en péril la société, est-ce que l'assurance de l'éditeur couvre ce type d'incident ? La prochaine fois, on invitera un assureur. Un juriste. Oui, un juriste. Mais c'est amusant comme question, mais je ne sais pas vous, mais nous, en tout cas, quand on travaille dans des domaines médicaux, on nous demande des obligations, que ce soit agent payé ou pas, ou prévision, ou même calcul de besoin, juste un calcul de MRP, garantir le résultat, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, je dirais que c'est, pour l'instant... je ne m'engagerai pas, en tout cas, le nom de ma société pour garantir un résultat. On en discute avec l'assurance et on revient vers vous. Ça dépend du préjudice. Peut-être une dernière question, Eva ? Un utilisateur IA peut déléguer les tâches décisionnelles à une IA agentique. Comment l'utilisateur peut reprendre le contrôle suite à une coupure Internet de plusieurs jours ? Il a perdu en capacité suite à une délégation à l'IA. Coupure Internet. Alors, je ne sais pas si la question sous-entendait plusieurs. Coupure Internet globale, mondiale. Dans ce cas-là, on n'a plus de solution. Donc là, je dirais coupure Internet mondiale globale. La seule solution, c'est de travailler avec du on-premise. On revient on revient au basique. L'installation desktop. Voilà. Ensuite, effectivement, si on laisse les clés à une IA, c'est très compliqué de reprendre la main dessus en tant qu'utilisateur. Mais on parle d'une hypothèse où on a tout automatisé, ce qui n'est quand même pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on n'automatise pas tout. Et si on le faisait, je pense qu'on garderait le contrôle. Après, Mais derrière la question se pose la question de la sécurisation des réseaux, finalement. Est-ce que faire justement pour que ça n'arrive pas, finalement ? Alors, en termes de sécurisation de réseau, alors je pense qu'aujourd'hui, la certification ISO 27001, si je ne dis pas de bêtises, c'est le prérequis. C'est quelque chose que, en tout cas chez Sunstis, qui a été validé, qu'on continue chaque année à s'assurer qu'on est calé par rapport aux prérequis.
Pour répondre peut-être je pense que l'inquiétude derrière la question, c'est comment j'agis aujourd'hui si je n'ai plus Internet et je n'ai plus accès à mes données. Oui. Aujourd'hui, l'ensemble en tout cas chez Sunstis, on est capable d'extraire de la donnée, de l'exporter en fichier Excel, avoir la main dessus. Le temps de retrouver Internet, il est possible de communiquer via des exports sous HTML, Excel, JSON, plusieurs formats de fichiers. On revient aux bases, en fait, si on n'a pas Internet. Il n'y a pas... Après, sur les réseaux, ils sont protégés, les données... On a plusieurs backups, donc quand on est certifié ISO 27000, donc ça c'est des choses qu'on gère, mais s'il y a vraiment une coupure mondiale, on ne peut rien faire, à part, je vous dis, de faire du on-premise pour se garantir de tout. Voilà. Mais je ne vois pas comment. Sinon, après, en 20 ans, c'est jamais arrivé que le réseau était coupé pendant X heures. Oui. Dans une entreprise, ça peut arriver. Chez moi, j'ai un message d'Orange qui me dit que jusqu'au 9 février, je n'aurai pas d'Internet. Donc, par exemple. Bon, c'est pas mondial, hein. Ça concerne mon quartier, mais bon, quand même. Et donc, si c'est embêtant. Si c'est pas mondial, dans des entreprises, on peut travailler sur d'autres réseaux. Donc, vous voyez, c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on détourne le problème. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'interruption de l'activité. Ça, on s'engage là-dessus. Et surtout si vous avez plusieurs sites, encore plus. Donc, après, je vous dis, le plus robuste de tout, c'est à un moment donné, c'est l'on-premise. Si vous aviez un argument à mettre en avant justement pour convaincre vos clients de passer à l'intelligence artificielle et notamment agentique, qu'est-ce que vous diriez, Mounia ? Un argument, peut-être que je dirais... Quel avantage discutons-en. Il y a plusieurs façons de valider l'intérêt et ce qu'on propose à nos clients existants, mais aussi à nos prospects de démarrer avec des proof of concept d'époque. Validons déjà l'intérêt, validons la qualité de la donnée, assurons-nous déjà que vous êtes en mesure de nous fournir l'ensemble des données dont on parlait. Que les use cases, les cas d'usage sont bien là, bien définis, bien cadrés avec des objectifs bien précis. Généralement, en tout cas sur les exemples qu'on a déjà entamés, ça aboutit, on enchaîne sur un projet. Mais je pense qu'on définit de notre côté nos capacités à répondre et du côté client leur capacité à nous suivre dans les process qu'on essaie de mettre en place chez eux par rapport à ça. D'accord. Puis il ne faut pas s'en faire une montagne. On peut commencer par de l'IA générative, tranquillement, valider la robustesse, valider que ça nous apporte du confort au quotidien. Mettre en place d'époque, c'est une bonne idée. Peut-être commencer dans une... avec un cas... un cas d'usage. Un cas d'usage très précis, ça se fait relativement facilement. Puis quand on gagne en confiance, essayer d'automatiser certaines choses, pas tout, mais... d'agrandir le scope. Et puis au fil de l'eau, élargir le périmètre fonctionnel. Mehdi ? C'est ça, je partage la ligne, à savoir le use case est important. Il y a un sujet aussi qu'on n'a pas forcément parlé, mais créer des agents. Le time to market est beaucoup plus court que de créer une solution. Donc en fait, le faire en mode itératif avec les utilisateurs, les clients, valider un cas d'usage et le développer, l'étendre, je pense que c'est ça le plus important. Mais savoir, vous avez posé la question, savoir à quelle question on veut répondre. Numéro 1, première chose avant de partir. Les objectifs à bien définir, est-ce qu'on veut gagner en service client, est-ce que c'est plutôt la réduction des stocks qui priment, service, être vraiment en ligne avec les objectifs de notre réfléchir avant de courir et pas l'inverse. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci Mehdi. Merci à vous pour cet échange très intéressant autour de l'IA. Je pense qu'on aura sans doute de nombreuses autres occasions de débattre autour de l'IA, qu'il soit agentique ou pas. On se donne rendez-vous dans 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Un feedback. Exactement. Ça marche. Merci à vous d'avoir suivi ce débat et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine table ronde dans le cadre des mercredis de la supply chain. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.